Sous l'égide de sa nouvelle famille ducale, Dijon poursuit son évolution de capitale du duché. C'est ainsi qu'au temps de Philippe le Hardi, on peut voir la phase finale de la construction de Saint-Bénigne, où les dernières tuiles sont posées au sommet des deux clochers. C'est à ce moment que ce grand vaisseau blanc, car oui, à l'époque il n'était pas encore recouvert de pollution notamment due au pot d'échappement, ce grand vaisseau blanc donc tape dans l'œil à un Polac sorti de nulle part. Mais attention, c'était du gratin. Le mec, c'était ni plus ni moins que l'héritier de la couronne de Pologne. En tout cas, jusqu'à ce que son père le foute dehors à coups de pied dans le derche. Les histoires de famille, tout ça. Le fait est qu'il s'est bien senti dans la cathédrale, car aujourd'hui encore, la stèle de ce roi déchu y trône toujours. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, des touristes polonais viennent à Dijon se recueillir sur la stèle de Ladislas de Pologne. En parallèle, dans un domaine plus administratif, on va dire, on bâtit également ce qui est connu comme la première véritable mairie de Dijon, qui se trouvait à la place de l'université de lettres actuelle. La mairie que l'on appelait alors Maison du Singe. Alors, tout de suite, je préfère vous préciser qu'on n'a pas donné ce nom-là par rapport au maire de l'époque qui aurait eu, une certaine prédisposition à faire des singeries. Des grands patrons qui ont fait des grandes écoles pour faire des grandes conneries. Eh ben non, c'était par rapport au porte-poulie du puits qui se trouvait à l'intérieur de la cour de la baraque et qui représentait un singe avec en dessous de lui un mec ficelé et bâillonné. What the fuck, me direz-vous? Aujourd'hui, on a plus l'habitude de voir une Marianne dans une mairie, mais à l'époque, le singe était synonyme d'être rusé et malicieux, comme de nos jours, on l'associe au renard. Ouais, bon, d'accord, peut-être pas celui-là. Le singe représentait donc la suprématie de l'intelligence des institutions sur le grouillot lambda, quoi. En résumé, cette mairie était donc un lieu où on stockait les archives, mais aussi une tôle. C'était donc là qu'on trouvait le prévôt. Tout bonnement, le prévost, tout bonnement! Justement, à propos de protection, les entreprises cléricales, entre guillemets, développent aussi leurs propres fortifications dans l'enceinte même déjà fortifiée de la ville. Après tout, à cette époque, on n'est jamais à l'abri d'une OPA agressive. Un vestige de cette politique est encore visible de nos jours à l'image de l'abbaye Saint-Étienne, dont on peut encore voir aujourd'hui le portail. Vu du ciel, c'est encore plus flagrant. L'îlot de bâtiments actuel suit parfaitement le terrain qui appartenait alors à l'abbaye. Tiens, vu qu'on parle d'économie créée par le clergé, en plus des deux grandes entreprises que sont les abbayes Saint-Étienne et Saint-Bénigne, figurez-vous qu'une ambassade d'une abbaye extérieure à la ville vient pousser les portes de celle-ci pour s'y implanter. Je vous laisse donc imaginer la réaction des deux concurrents habituels qui se retrouvent face à un nouveau concurrent. Cette vitrine économique d'une entreprise concurrente donc, c'est le Petit Cîteau, qui est donc loin d'être juste une chapelle car ce bâtiment, en plus d'être un appartement sympa pour l'abbé, est surtout un lieu protégé à l'intérieur des remparts de la ville. Car oui, inutile de vous dire à quel point les routes à l'époque étaient super dangereuses, et pas parce qu'on respectait pas le code, mais parce que vous risquiez de vous faire lâchement attaquer par derrière, par des brigands ou autres malandrins. Bon, après, dans les faits, cette parcelle appartenait à Cîteau depuis déjà un bout de temps déjà. Elle avait été offerte par la femme d'un ancien duc de Bourgogne, Dame Mao. Non. Pas comme ça, Mao. Voilà. Ça, c'est Dame Mao. Bref, tout ça pour dire qu'il a fallu attendre l'époque du Hardi pour que l'abbaye de Cîteau passe vraiment à l'attaque économiquement parlant en décidant d'avoir pignon sur rue dans Dijon, quoi. En outre, pour rester dans l'économie tout en sortant du religieux, on voit également apparaître des hôtels bourgeois, à l'image de l'hôtel Frémiot, qui a la particularité d'être le seul bâtiment de la ville à être resté en l'état depuis sa construction. Du coup, si jamais un jour on vous demande un exemple d'architecture 100% 14e, eh ben vous l'avez! Ouais, je sais, il y a beaucoup plus de chances qu'on vous demande un jour votre portefeuille. Remarquez, ça aurait au moins le mérite d'être assez cocasse, Ouais, vas-y, file-moi direct un exemple d'architecture du 14e siècle, fils de... Bonne famille, on va dire, Bon, apparaît aussi à cette époque l'hôtel des Griffons, qui, comme son nom l'indique, est une annexe de l'une des maisons de Poudlard. Gryffondor! Non, une fois de plus sérieusement, il s'agit juste d'une grande famille dijonnaise qui fournira d'ailleurs 3 maires à la ville de Dijon au Moyen-Âge. Une rue portait même leur nom, la rue des Griffons, aujourd'hui rue Chaudronnerie, c'est vous dire. On va maintenant pouvoir causer de la construction d'un bâtiment au nom bien plus familier avec la tour de bar. Non, pas de bar des sports. Ni de bar à mine. Encore moins de baromètre. Alors là, pas du tout.
Quoique, c'est pas totalement hors de propos, car figurez-vous que des tombes juives ont été retrouvées pile sous la tour de Bar au cours de fouilles dans les années 70. Il faut aussi savoir à ce propos qu'il aura fallu quand même attendre 1196 pour que les Israélites accèdent au droit de vivre à Dijon. Avec cette tour, on va enfin pouvoir commencer à parler de ce qui deviendra le palais des ducs. Car avant, on n'a juste que dalle. Ou plutôt ça tient en une phrase, les ducs capétiens avaient bâti un truc. C'est tout. Quoi, comment, y a rien d'autre. Et pourtant cet homme aura beaucoup cherché. Philippe le Hardi avait donc le désir de moderniser la structure qui était là avant. Il lança donc la construction d'une nouvelle tour en 1366 qui, pour faire simple, était un hôtel particulier de luxe fortifié et équipé en cas de vindicte populaire d'une canonnière. C'est-à-dire d'une fine ouverture à l'image des meurtrières, sauf que à la base se trouve une ouverture pour faire passer la gueule d'un canon afin de bouter le feu. Boutez le feu! À propos de guerre justement, il semblerait que la façade eût été sujette à... une petite crise d'acné. On pourrait croire qu'elle a été mitraillée par le passé, mais ne vous y trompez pas, il s'agit simplement de fossiles qui se trouvaient dans les pierres lorsqu'on a monté la structure. Au départ, on l'appelait la tour neuve, et étant donné qu'elle était neuve vu qu'on venait de la construire. Ouais, bon, j'avoue, là, on s'est pas trop cassé la tête pour le nom, mais de toute manière, elle changera de nom plus tard, quand le duc de Bar y sera enfermé, mais sur ce point-là, on y reviendra plus tard. Parce que là, maintenant, on passe à du lourd, peut-être même du trop lourd. Voilà, on va dire que ça c'est mieux, hein. La volonté politique de grandeur de Philippe le Hardi va être sculptée dans la pierre en 1378 avec l'acquisition d'un lopin de terre dit de champ molle, ancien mot français pour dire marécage. Fermement motivé à l'idée de créer une glorieuse dynastie, Philippe le Hardi décida d'y faire bâtir un sanctuaire où lui et tous ses successeurs reposeraient. Histoire de se la jouer face à la nécropole des Capétiens, et pour ça il a sorti les gros moyens le fifi, en faisant venir plus de 250 ouvriers hyper qualifiés venus de toute l'Europe. Et ce, en plus de faire installer pour l'occasion une délégation spéciale de moines Shaolin pour s'installer à cet endroit. Ouais, je déconne, mais en même temps regardez-les. Ils sont chauves avec des tenues pas possibles. C'est pas dur de les imaginer faire de la gym avant le premier psaume du matin quoi. Plus sérieusement, dans les faits, ces moines-là, c'étaient des chartreux. Et pour la petite anecdote, ils s'appelaient comme ça tout simplement parce que, à l'origine, la congrégation vient du massif de la Chartreuse à Grenoble, le nom lui-même venant d'une tribu gauloise du coin. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est ça. Eh ben, en 1723, cette congrégation se mit à élever cette race de chats. Et ils finirent tout simplement par leur donner leur nom, d'où le chat chartreux. C'est un pépère. Oh, il est bien fourré. Pour ce qui est des travaux réalisés dans la zone, on commença par creuser un sanctuaire souterrain où sera enterrés les ducs. Ce qui fit naître d'ailleurs la légende qu'il y aurait un passage qui mènerait directement au palais des ducs jusqu'à la Chartreuse. Une bonne idée, à ceci près que vu qu'il y avait des douves qui entouraient les remparts de Dijon, le tunnel en question aurait été complètement inondé, donc du coup c'est plus une belle légende qu'autre chose. À l'entrée du sanctuaire souterrain en surface, on bâtit une grande chapelle où l'on peut voir le duc et sa femme en prière. Ça sera d'ailleurs la duchesse Marguerite de Flandre et son fils Jean sans peur qui posèrent la première pierre. Mais pour en savoir plus sur ces gars-là, je vous invite à jeter un œil à la série Game of Duke. Tout ce qui reste aujourd'hui de cette grande chapelle est l'escalier à vis, toujours debout et qui, pour le coup, ne mène plus qu'à un précipice. Pouf! Bon, par la suite, les moines se bâtirent 2 cloîtres, avec en leur centre un puits, dont l'un, que vous pouvez voir ici reproduit tel qu'il était à l'état originel, est juste un chef-d'œuvre de la sculpture européenne de tout le XIVe siècle, sculpté par l'artiste en titre de Philippe le Hardi, le sculpteur de Harlem. Non, pas ce Harlem-là. Voilà, bah oui, je sais, c'est bizarre, c'est parce que à la base, New York, ça appartenait aux Pays-Bas, ça s'appelait la Nouvelle Amsterdam, et c'est pour ça qu'ils ont dupliqué les noms des quartiers de la vraie Amsterdam, et quand les British ont repris le truc, ils ont juste changé le nom de la ville, donc voilà. Le sculpteur de Harlem, donc venu à Dijon, c'est Klaus Sluter. Pour info, les pleurants, c'est aussi de lui. Ce qui est remarquable avec ce mec, c'est qu'il a poussé la sculpture vers un niveau supérieur d'expressivité, mais aussi de réalisme, en n'hésitant pas à reproduire aussi les défauts physiques, et même des puissants, truc qu'on a encore du mal à faire aujourd'hui, hein. Ta gonzesse se tape un double menton dans la vraie vie ?
Eh ben t'inquiète pas, elle aura le même sculpté pour des siècles dans la pierre. Et là pour le coup, L'Oréal pourra rien faire, mais même si tu le vaux bien. Pour dire, ce mec était tellement respecté dans son domaine qu'il a même une statue de lui en bas de la tour de bar. Et pour ce qui est de son chef-d'œuvre, le puits de Moïse, lui, il est toujours préservé dans une cloche de verre et de pierre, même si entre-temps il a paumé son calvaire. Mais au gré des rues, vous pourrez néanmoins en voir une réplique le long de la rue Condorcet. Et ouais, c'était pas la porte d'entrée monumentale en voûte d'ogive qu'allait stopper la fureur révolutionnaire. Notre cher Fifi décide également de lancer les premiers travaux de pavage de la ville, car il en a marre d'avoir systématiquement les deux pieds dans la merde quand il veut se déplacer dans sa capitale. Désolé, il n'y avait pas d'autre mot. Afin d'éviter donc ce type de déconvenu, il fait paver ce qu'il y a autour du Palais des Ducs ainsi que la route en direction du nord, vers les possessions bourguignonnes en Flandre, d'où vient Klaus Luther, je le rappelle. Bref, cette route en direction des possessions flamandes, c'est l'actuelle rue Jean-Jacques Rousseau. Au final, je crois qu'on peut dire qu'il aura quand même pas mal bossé, le Fifi. Comme Jean Sans Peur est mort assez vite, comme vous avez pu le constater dans l'épisode précédent de Game of Duke, il aura pas eu le temps de faire construire grand chose. Par contre, il aura pu être témoin du faste aujourd'hui oublié de la cour de Bourgogne qui surprenait alors l'Europe entière. Par exemple, Jean-Jean, il a quand même grandi dans une baraque où les murs étaient recouverts de tapisseries faites de soie et de fil d'or. Et alors là, attention, on parle de kilos de fil d'or. Ce qui veut dire que le papier peint de la baraque coûtait carrément plus cher que la baraque elle-même. Tu saisis le délire! Tu saisis le délire! Un autre petit exemple, pour prouver que j'exagère pas, dans le jardin d'enfants de Jean-Jean, là où il jouait avec maman Duchesse... Heureusement que maman Bialès est là pour partager ses jeux d'enfants. Espace qui se trouvait derrière la mairie, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Square des Ducs, eh ben la maman de Jean-Jean avait décidé de se constituer dans ce petit square un zoo privé, avec une multitude d'oiseaux, mais aussi de plantes exotiques. Et ça c'est bien sûr sans oublier la vache Milka pour donner un peu de chocolat au lait au petit Jean-Jean. Plus sérieusement, jusque-là c'est le genre de lubie plutôt classique pour ce qui est des Richards de cette époque, mais la duchesse voulait aller bien plus loin. Car elle s'était mis en tête d'avoir comme pièce maîtresse de sa collection le truc ultime pour se la péter par rapport aux autres cours d'Europe. Et en grande femme de pouvoir qu'elle était, elle sut immédiatement sur quel point appuyer pour faire céder son époux, le redoutable stratège et politique qu'est le grand-duc d'Occident, Philippe le Hardi de Bourgogne. Alors comment a-t-elle été capable de faire céder un homme aussi puissant et intelligent? La réponse en images. Allons nous coucher, ma biche, cela va s'arranger. Vous rêvez, Hubert. Charles vous a préparé la chambre d'amis. Bonne nuit, mon ami. Et c'est ainsi qu'à cette époque, dans le Square des Ducs, on pouvait trouver un marsouin dans son aquarium. Un marsouin? Je vous laisse quand même imaginer la réaction du petit Jean-Jean quand il a pu voir ça. Non mais sans déconner, elle a fait mettre Flipper le dauphin derrière la mairie quoi. Et ce truc est dans les archives, c'est vraiment arrivé. Bon après le fait est qu'il a pas passé l'hiver, sans doute transformé en Mr Freeze à cause du gel. Mais les mecs de l'époque, compte tenu du matos qu'ils avaient, ont quand même réussi à leur ramener leur marsouin, depuis la mer du Nord jusqu'à Dijon quoi. C'est sans doute d'ailleurs la seule et unique fois qu'un dauphin est venu faire du tourisme en ville. Jean-Jean a aussi pu voir la fin de la construction des grandes œuvres de son père avec les trésors de la chartreuse de Champmol, à l'image du tombeau de papa, assez badass, 30 ans de boulot quand même, hein, qui avait pour but d'être juste plus classe que celui des rois de France. Constitué d'or, de marbre noir et d'albâtre, avec son cortège de pleurants représentant les gens qui étaient là le jour de l'enterrement, avec les représentants de l'église, les moines chartreux et ensuite seulement la famille. Au total, 82 statues, dont 7 sont manquantes. En effet, 4 sont allés s'installer aux States, au musée de Cleveland. Oui, bon, là, il y en a un qui était parti pisser. Sinon, il y en a un qui appartient à une grande famille bourguignonne, et enfin, les deux derniers se sont perdus dans les méandres du temps. Enfin bon, en 2010, la petite famille s'est quand même retrouvée à New York, le temps d'un petit pique-nique à Central Park. Sur le dessus, le duc, représenté de pied en cap, avec 2 anges tenant un casque, symbolisant pour le coup les actions militaires, la moutarde et le jacquemart étant les 2 représentants les plus visibles aujourd'hui, truc que vous avez pu voir dans les épisodes précédents une fois de plus. Il a aussi au niveau des panards un lion à crinière d'or, histoire de réaffirmer un peu plus sa puissance,
Lyon qui d'ailleurs apparemment se fout de votre tronche vu qu'il vous tire la langue. En outre, pour ce qui est de la déco intérieure de l'église de la Chartreuse, il y avait aussi les retables, des grands panneaux de bois sculptés et peints. 9 ans de boulot quand même, hein. C'est pour ça que ces espèces d'énormes armoires n'étaient ouvertes que pour les grandes occasions. L'un représente la vie de Jésus, l'autre est un peu plus perso. Car représentant les saints protecteurs du duc et de la duchesse, Saint Jean-Baptiste et Sainte Catherine, aussi représentés d'ailleurs à l'entrée de l'église de la Chartreuse. Et en plus, histoire qu'on n'oublie pas son anniv, Saint-Antoine, parce que Fifi, il est né le jour de la Saint-Antoine. Merci Saint-Antoine. Enfin, et parce que c'est un grand romantique, Fifi fit mettre en bas de la frise son logo ainsi que celui de sa femme, le tout intercalé de leurs initiales P et M, pour Philippe et Marguerite. Ah ben on a beau être un bourrin du Moyen-Âge, ça n'empêche pas d'être romantique. Jean-Jean a pu voir aussi la fin de la construction du puits de Moïse, qui représentait et représente encore Moïse avec des cornes. Truc louche, je sais, mais c'est dû à une erreur de traduction du Google Translate de l'époque, ayant traduit le mot Karan, rayonnant, en Karen, cornu. C'est con, hein, à une lettre près. Quant aux autres, eh ben, ce sont les principaux prophètes. Ils se trouvent représentés au-dessus d'un puits, car les Chartreux vénéraient l'eau. Ainsi, le puits gagna la symbolique du lieu où on y boit un liquide régénérateur. Moi, j'ai pas besoin d'en boire parce que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Bref, Jean sans peur était aux premières loges quant aux réalisations de son père, ce qui lui donne envie d'égaler celui-ci dans le grandiose, avec toujours comme objectif de dépasser la couronne de France. Mais son premier grand projet architectural, témoignant de sa puissance, et le seul en fait vu sa mort prématurée, ne se trouve cependant pas à Dijon, mais au cœur même du lieu d'exercice du pouvoir français, à Paris. Ce projet prendra la forme d'une tour qui porte son nom, la tour Jean sans peur. Et dans le Paris de cette époque, constituée de maisons de bois culminant à 10 mètres, sa tour de pierre atteint plus de 20 mètres. Autrement dit, Jean-Jean fait bâtir la plus haute tour civile de Paris, ce qui fait que depuis son bureau, on peut voir tout Paname. Par l'érection de cette tour, c'est plus que l'expression, mais bel et bien l'affirmation de sa puissance et de son pouvoir qui s'exprime au milieu non seulement de tous les Parisiens, mais aussi et surtout de la royauté française. Car Jean-Jean, c'est lui qui a la plus grande, c'est lui qui a la plus grosse. Un exemple récent à comparer par exemple, c'est la tour Trump de New York. Comme quoi, la nature humaine changera jamais. Et l'intérieur est pas en reste, hein, parce qu'au sommet de l'escalier de cette tour se trouve le truc le plus symbolique de l'architecture bourguignonne. Ce sont les voûtes d'ogives végétales. Donc chaque plante est une allégorie d'un membre de la famille. La feuille de chêne représentant le papa, l'aubépine représentant la maman, et enfin le houblon représentant le fiston. Houblon qui, à cette époque-là, commençait à avoir une importance économique, car c'est à partir de ce moment qu'on s'est mis à le foutre dans la bière. Et pour ce qui est de cette voûte, imaginez bien qu'à l'époque c'était tout peint, et en plus avec des couleurs bien flashy, hein. Mais pour voir ça, fallait quand même passer 5 grilles de fer. En effet, ça a chauffé pas mal pour Jean-Jean, comme vous avez pu le voir une fois de plus dans l'épisode précédent. Il faut dire que, à cet endroit-là, outre sa piole, se trouvait sa salle de réunion pour fomenter des plans, et enfin, les chiottes, qui sont ni plus ni moins que les plus anciennes de Paris. Chose dont vous pourrez vous vanter la prochaine fois que vous verrez un Parisien. Ou pas. Truc à savoir, c'est qu'en plus, elles étaient chauffées parce qu'elles étaient au dos de la cheminée de la salle d'à côté. Et ce, tout en ayant un petit conduit d'aération, histoire d'aérer quand ça schmoutait pas mal. Mais c'est pas tout. Car pile en face des gogues se trouve une grande fenêtre, histoire de voir tout Paname. Bref. Jean-Claude, c'est la rose des gogues. Ah, tout ce pognon de dépensé, à tel point que ça se ressent même dans les latrines. C'est quand même dingue, hein. D'ailleurs, à propos de pognon, avec l'augmentation de la puissance du duché, la monnaie bourguignonne gagne également en confiance. Les effets du boulot de Fifi se ressentent sur le règne de Jean-Jean. Car en effet, le duché de Bourgogne ayant son économie propre, il possède également sa monnaie propre. Ce qui veut dire qu'à Dijon, on battait monnaie. Et oui, à l'époque, c'était pas encore la monnaie de Paris. Et c'est justement sous le règne de Jean sans peur qu'on fit bâtir un de ses ateliers de monnaie, pile poil à la place de la salle des États, l'aile gauche de la mairie, quoi. Après, au cours de l'histoire, ça n'aura pas été le seul atelier de monnaie dans la ville qui aura existé, à l'image de certains noms de rues qui témoignent encore de leur existence passée, comme la rue de la Petite Monnaie à côté de Saint-Michel, ou alors l'ancien nom de la rue Piron qui s'appelait alors rue de la Vieille Monnaie. Bref, tout ça pour dire que à cette époque à Dijon, comme dirait le roi Burgonde,
Sous Philippe le Bon, Dijon a explosé économiquement, Fifi désirant que sa capitale soit la plus rayonnante possible, et ce, à tous les niveaux. Truc visible avec le bâtiment qui coûte le plus de pognon sous son règne, Saint-Jean, que nous avions déjà évoqué dans l'épisode 4. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en 1000 ans, la ancienne bâtisse s'est pris un sacré coup dans la tronche. Pour sa reconstruction, on voit alors grand. Tellement grand qu'il faudrait lever un nouvel impôt. Mais heureusement, Fifi, toujours aussi finaud, déguise la nouvelle taxe en misant sur l'ignorance de ses sujets pour se faire encore plus de pognon. Et ce déguisement porte un nom que vous connaissez déjà tous, le loto. Une technique inchangée encore aujourd'hui. La preuve en est avec le loto actuel où vous avez une chance sur 14 millions. Et pire, l'euro million avec une chance sur 116 millions, soit 0,0000008%. Bref, t'as plus de chances de trouver du premier coup le digicode d'un immeuble pris au hasard dans la rue. C'est pourquoi ces messieurs les financiers appellent ça l'impôt sur la stupidité, qui rapporte quand même 50 millions par semaine à l'État. Mais bon, à part ça, souvenez-vous toujours que... Chaque jour est une chance. Bref, tout ce joli petit détour pour vous dire qu'on n'a strictement rien inventé. Fifi appliquait déjà exactement la même technique au XVe siècle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a Saint-Jean, qui se distingue en étant le seul bâtiment religieux de la ville de style gothique flamboyant. Alors, pour faire simple, le gothique flamboyant, ça veut dire que c'est le seul qui se la joue avec des vitraux en style végétal et un plafond avec une clé pendante, histoire de donner l'impression que les piliers qui soutiennent la charpente sont eux-mêmes soutenus par l'opération du Saint-Esprit. De l'architecture bien badass, quoi. Sinon, chaque année, on foutait le feu de vent en faisant la fête. Vous l'aurez deviné, c'est les feux de la Saint-Jean, qui, pour info, est un vestige de la fête du Nouvel An païen, que les curés ont très astucieusement su retourner à leur avantage. Sinon, d'autres bâtiments religieux, ou plutôt économico-religieux, sont réaménagés, à l'image du Petit Cîteaux, qui, pour faire simple, était le carrefour market alimenté par le carrefour principal, qui est l'abbaye de Cîteaux. Eh ben, ce petit Cîteaux dijonnais va se trouver une nouvelle utilité bien plus politique et ce, à la demande de Fifi. En effet, le bâtiment est réaménagé et devient l'ambassade d'Angleterre à Dijon. Encore heureux qu'on n'y ait pas emprisonné Jeanne d'Arc. C'est également sous Fifi que se bâtit la première université de Dijon. Au Moyen-Âge, ces institutions étaient alors appelées collèges. C'est pourquoi encore aujourd'hui, à cet emplacement, la rue s'appelle la rue du Vieux Collège. Maths, philosophie, lettres, latin, grec y étaient enseignés à environ 200 étudiants, destinés à devenir hommes de loi, médecins ou profs. Truc à noter aussi, on y enseignait très sérieusement l'astrologie, car oui, à cette époque, on commence à peine à dissocier l'astronomie de l'astronomie. Il est à noter également que cette université a été construite dans l'une des rues où s'était rassemblée la communauté juive de la ville, car avant de s'appeler rue du Vieux Collège, elle s'appelait rue des Juifs, où elle formait le trio avec la rue de la Petite Juiverie, actuelle rue Charrue, et la rue de la Grande Juiverie, actuelle rue Piron. Par rapport à tout ça, un peu de contexte s'impose. Il faut savoir qu'à cette époque, l'Église interdisait strictement le prêt avec intérêt. La communauté juive était donc la seule à qui on pouvait emprunter de l'argent. Les premiers à avoir eu l'idée de cette technique pour faire la nique aux lois de l'Église sont les Vénitiens. Et détail étymologique qui a son importance, les Vénitiens avaient alors rassemblé cette communauté dans le quartier de Venise dit de la Fonderie. Et Fonderie, dans le vénitien de cette époque, ça se prononçait ghetto. Flairant le bon coup, l'ensemble des villes de l'Occident chrétien se mirent alors à imiter la technique vénitienne, Dijon ne faisant pas exception à la règle. Bref, pour en revenir à l'université, les hommes de loi qui étaient formés dans cette première université dijonnaise pouvaient ensuite faire appliquer la sentence de la justice place Émile Zola, qui, en plus d'être un marché à ciel ouvert déjà évoqué dans l'épisode 8, devient aux environs de cette époque le lieu d'attraction favori de toute la famille. En effet, cette sympathique place où on prend joyeusement aujourd'hui un café était alors le lieu de torture et d'exécution des condamnés. Au centre se trouvait un échafaud bien en hauteur, histoire que même les petits dans le fond puissent bien voir, sur lequel se trouvait en perpétuelle exposition la roue. Il aura gagné une grosse somme d'argent, c'est la vocation du millionnaire. Faut pas la regarder, on verra après. Ah non, c'est pas la roue de la fortune, et en effet vaut mieux pas la regarder vu ce qu'on fait dessus. Et tu seras rond. Ça donne envie, n'est-ce pas, hein? Mais celui qui en parle le mieux, ça reste encore Léo Dagan. Prenez la roue, par exemple. Ben ça c'est festif. Parce que le condamné est attaché et on commence par lui casser les bras et les jambes. Bon, ben tout le monde peut venir avec son petit bâton, les gens participent, c'est convivial. Convivial, ouais. Pour le coup, imaginez, il y a le condamné qui arrive et là il y a le bourreau qui lui sort. On va bien voir ce que ça va donner. C'est moi qui vais avoir la honte. Non,
mais il n'est pas question de honte, il est question de s'amuser avec le public. Hein. S'amuser avec le public qui, à côté, peut faire un petit arrêt au stand de fruits pour faire ses provisions. Mais c'est pas fini mon petit bonhomme, parce qu'à côté se trouve le gibet pour pendre et exposer le macabé du condamné. Et enfin, le bio, où le bourreau vous faisait sauter la tête à coups de hache, enfin, sauf si vous étiez noble, hein. Là vous aviez l'honneur de vous faire décapiter, non pas avec une hache, mais avec une épée. Ce qui change tout, vous en conviendrez, hein. Plus rarement aussi, on a fait cramer des mecs. Au bûcher! Au bûcher! Et aussi des sorcières. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Ah, la place Émile Zola, il y fait si bon vivre. Ou mourir, ça dépend pour qui. D'ailleurs, suprême délicatesse, la proximité de la rivière Suzon qui contournait alors la place permettait d'évacuer le sang, les cendres et autres restes humains, en plus du sang des boucheries et des ordures communes. Voyez là un bon résumé de l'hygiène du Dijon de l'époque. Car pour dire littéralement les choses telles qu'elles étaient, en ce temps-là, on chiait littéralement par les fenêtres, et c'était parfaitement normal. On balançait alors son seau d'ordures et d'eau usée directement par la fenêtre dans les rues. Prenons par exemple la rue Véry. Imaginez que le centre de la rue était bien plus creusé, où au centre coulait un ruisseau constitué de toutes ces joyeusetés. À partir de là, il est facile alors d'imaginer que de marcher dans les rues de cette époque, eh ben c'était prendre un risque. Celui de... Un seau de merde, docteur! Ce style de scène devenant un peu trop récurrente, on finira par mettre une loi en place, forçant les gens à crier 3 fois gare à l'eau avant de balancer leurs bombes, laissant ainsi aux piétons le temps de piquer un sprint pour éviter la douche. Inutile de vous dire qu'au vu de cette menace constante et des dégueulasseries au centre de la rue, le mieux consiste encore à longer les bâtiments et ce très près. C'est là qu'on peut voir dans les rues de Dijon chaque jour s'afficher alors les distinctions de classe. En effet, quand un pauvre croise un riche, il doit s'en éloigner pour ne pas l'accommoder, et donc s'éloigner des bâtiments, pour descendre au centre de la rue en V. Ce qui veut dire aller sciemment marcher dans la merde tout en prenant le risque de s'en prendre dessus, laissant ainsi aux riches le haut de la rue, et pour peu que celle-ci soit pavée, eh ben il occupe alors le haut du pavé, d'où l'expression. Et justement à propos de classe et de bâtiments, suite à l'explosion du commerce, de multiples rues sont transfigurées par l'apparition de nouveaux bâtiments, tous liés au commerce et à la fortune de leurs possesseurs, à l'image de la rue Chaudronnerie, avec la maison aux 3 pignons. Et de 1, et de 2, et de 3. D'ailleurs, c'est au rez-de-chaussée de cette baraque que vous pourrez trouver les meilleures truffes de la ville. Cette boutique moderne a une forte portée historique, car en plus du pinard et de la moutarde, ce qui délecte particulièrement les ducs, c'était les truffes. L'or noir des Valois, qui se vendait à prix d'or et qui était la seule à se trouver sur la table des rois de France, c'est vous dire. Bref, si vous voulez faire un voyage dans le temps gustatif, c'est là qu'il faut aller. Autre exemple de rue, la rue Véry, qui se couvre de maisons commerciales. La rue Condorcet, voyant apparaître de nouvelles maisons bourgeoises. Enfin, la rue Monge, où subsistent des façades à pans de bois. Quant à la rue des Gaudrans, on y voit sortir de terre l'hôtel qui y donna son nom. Les commanditaires, la famille Gaudran, étant alors d'influents politiciens de l'époque. Rue Lamonnois apparaît l'hôtel Rollin, actuel archive départementale, qui sait bien faire avaler la façade comme vous pouvez le voir, ça fait pas très moyenâgeux tout ça. Quant au proprio de l'époque, le sieur Rollin, eh ben figurez-vous que c'est le fondateur des hospices de Beaune. Et ce, en plus d'avoir été chancelier de Bourgogne. Bref, le type a pas mal bossé quoi, hein. Après bon, c'est vrai que ça fait toujours classe sur un CV. Rue Chabot-Charny, on voit apparaître l'hôtel de Vienne. Alors vous commencez à avoir l'habitude, hein. Pourquoi de Vienne? Parce que le type qui l'a commandé s'appelait De Vienne. Un chevalier de Fifi qui avait la spécificité d'être mi-CRS, mi-inquisiteur. Un CRS-iteur. Je le crois pas, je viens d'inventer un Pokémon. Quant à la rue des Forges, eh ben on voit apparaître l'hôtel Morel. Ça gratte? Si ça gratte aussi, moi. Non, pas ce Morel-là. La bâtisse a pu être construite car Fifi a exonéré d'impôts la nourrice de son gosse, le futur Charles le Téméraire. Et qui c'est qui va devenir un mégalomane sanguinaire, hein? Et c'est qui va devenir un mégalomane sanguinaire, hein? Lui permettant du coup d'investir dans la pierre. C'est aussi au 15e que va apparaître la sculpture symbole de la ville, la chouette. Et par extension, la salamandre, qui apparaîtra plus tard vu qu'en fait c'est un clin d'œil au symbole qu'avait choisi François Ier. La tradition voulant qu'en se dirigeant vers le parvis Notre-Dame, vous touchiez la chouette de la main gauche tout en ayant la main droite sur le cœur, pour faire un vœu. Le truc étant que si vous allez dans l'autre sens, eh ben, la salamandre s'occupera de bouffer votre vœu. Chaque jour est une chance.
La chouette fait référence à un événement s'étant produit à Rome. En effet, le pape mafieux de l'époque, expert en détournement de fonds façon Richelieu... Non, pas ce Richelieu-là, non. Voilà. Tenait alors un grand concile, durant lequel une chouette s'introduisit dans la salle, hurlant à tout va, et selon les dires, ne quittant pas des yeux le mafioso en chef, le pape de l'époque. On parvint à foutre le piaf dehors qu'à coups de bâton, mais après coup, on a commencé à se poser la question si c'était pas des fois une manifestation de l'Esprit Saint, qui venait prévenir en direct le pape, qu'il était pas Jojo. Surtout que peu de temps après, le pape en question finissait en tôle. Oui, le fait est que le contexte était assez spécial au moment où elle a été sculptée, notre chouette. Et ouais, c'était du temps de la prime jeunesse de Fifi, et à ce moment-là, la religion catholique... C'est un bordel. Enfin, le terme technique est « grand schisme d'Occident ». Pour faire simple, à la tête de l'église, il n'y avait pas un pape mais deux qui se disputaient la légitimité, l'un installé à Rome, l'autre à Avignon, d'où le palais des papes, provoquant troubles sociaux, politiques... Franchement, en pleine guerre de 100 ans, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Je vous le demande! Bref, cette représentation du Saint-Esprit revêtant l'apparence d'une chouette finit par prendre avec le temps l'image d'un symbole éloignant non seulement les forces du mal, mais aussi des forces nocturnes, car vu qu'on ne voit rien dans les ténèbres, l'imagination s'enflamme aussi rapidement qu'un feu de paille. Il faut bien se représenter que Dijon, comme dans toutes les villes d'Europe à cette époque, la nuit est nullement éclairée. La nuit, c'est le couvre-feu donné par les cloches des églises avec la messe du soir. D'ailleurs, la première chose qu'on fait le soir, c'est fermer les portes de la ville. Du coup, au coucher du soleil, plus personne ne rentre, plus personne ne sort. Ça, le mérite de vous donner le ton, hein. Quand les ténèbres règnent sur la ville, seuls les hommes du guet... Non mais non, pas gay comme ça. Voilà, donc eux seuls patrouillent la nuit à l'intérieur de l'enceinte. Entendons-nous bien, hein. Si vous êtes dehors la nuit sans justification et lanterne, c'est direct la tôle. Et ne parlons même pas de s'éclairer chez soi, hein. Ça coûte une blinde. À tel point qu'il y avait plusieurs sortes de bougies à l'époque. Les moins chères étaient faites en résine de pin, qui avait une certaine tendance à pétarader, faisant sursauter les gars dans la pièce. Et ces fameuses petites bougies pétaradantes portaient le nom de pétoche, d'où l'expression « avoir la pétoche ». Après, si on a bien un à Dijon qui est pas touché par ce problème, c'est bien Fifi, hein. Lui, il a largement assez de pognon pour s'acheter des bougies en cire d'abeille qui font aucun bruit et en disposer à l'envi dans sa toute nouvelle baraque qui vient de se faire construire. Une baraque à la hauteur de son pouvoir et de ses rentrées d'argent. Et pour cause, elle deviendra notre mairie. Et ouais, c'est le palais des ducs, dont la construction s'étalera de 1450 à 1455. De vastes travaux qui débutent par la réhabilitation de la tour de Papy, en y installant le siège de son ordre, la Toison d'Or, dont nous parlerons dans un épisode dédié, comme dit plus tôt. Il y colle aussi un duc qui cherchait à se faire légitimer en Lorraine, un territoire attenant au duché et, comme vous avez pu le voir dans l'épisode de Game of Duke sur Philippe le Bon, celui-ci n'avait pas particulièrement besoin d'avoir un autre voisin ultra puissant pour faire pression sur lui, car le duc en question était aussi le roi de Naples, c'est le duc de Bar, qui par la force des choses changea le nom de la tour, passant de Tourneuve à Tour de Bar. Le type passa 2 ans dans cette prison de luxe avant d'être libéré en échange de 2 otages, qui n'étaient ni plus ni moins que ses 2 fils. Le type quitte alors la tour, promettant de se tenir tranquille, sauf que... non. Il recommence à foutre le boxon et finit par se faire de nouveau capturer et repassa encore une fois 2 ans enfermé dans cette tour. Cette fois-ci, il ne put regagner définitivement sa liberté que contre un bon gros paquet de pognon bien gras, somme prélevée sur ses sujets bien évidemment. Après ça, le mec s'est tenu relativement tranquille. Accolé à la tour de Bar se trouvait la grande salle qui servait à l'accueil des personnalités avant qu'on ait fini de bâtir le logis neuf. Détruite depuis, il reste malgré tout une ultime trace de l'existence de cette grande salle, encore visible aujourd'hui. Et au bout de cette grande salle se trouvait la petite chapelle personnelle de Fifi. Fifi est également un amateur de bonne bouffe, comme on l'a dit tout à l'heure avec les truffes. Mais encore fallait-il un très bon chef, et surtout un endroit approprié pour préparer les bons petits plats. On parle alors de préparation à l'échelle de la cour de Bourgogne, soit des centaines de personnes. Bref, autant dire que pour sa cuisine, il n'a pas passé commande, c'est Schmitt. C'est pour ça que face à la tour de Bar et à la grande salle, il se fait bâtir les grandes cuisines ducales. C'était pas moins de 30 cuistots qui bossaient là-dedans. La salle, toujours debout aujourd'hui, fait quand même 11 mètres de côté, avec 8 cheminées, dont les conduits d'évacuation se rejoignent au sommet. C'est pour ça qu'il n'y a pas 8 cheminées qui dépassent du toit. Prenez quand même un peu le temps de les imaginer tout allumés avec un immense chevreuil ramené de la chasse en train de tourner à la broche. Bref, à l'époque, quand on disait bœuf bourguignon, on n'y allait pas de main morte, hein.
Quant à notre actuelle place de la Libération, elle était fermée par une enceinte de bois, avec comme principal point d'entrée une porte qui se trouvait à peu près au niveau de la rue Vauban. Cette place était avant tout le domaine privé du duc, il fallait y passer avant de se rendre au bâtiment principal. Et du coup, ça voulait dire passer devant l'équivalent des sanitaires du camping, mais en beaucoup plus trash, où d'ailleurs ça baisait pas mal, faut dire les choses telles qu'elles sont. Ces sanitaires, appelés alors étuves, étaient uniquement destinés à la cour. Elle marquait aussi le début d'une passerelle de bois qui vous menait directement au bâtiment principal. Là, on entrait alors dans ce qui est aujourd'hui la cour de la mairie, appelée à l'époque la cour des joyaux car elle juxtaposait le lieu où était entreposé le trésor ducal. Dernière étape pour en mettre plein la vue, histoire de montrer un peu plus la richesse du duché, au niveau de la grande horloge actuelle se trouvait la garde-robe ducale. Et oui, le mec s'est fait carrément construire un bâtiment juste pour ranger ses fringues. De là à dire que notre Fifi était une fashion victime, y a qu'un pas, hein. Surtout qu'il a passé sa vie à s'habiller en noir pour porter le deuil de papa, mais aussi parce que... Le noir c'est digne, le noir c'est sombre, le noir ça fait peur. C'est ensuite seulement que vous arriviez dans le bâtiment principal qu'est la mairie actuelle, où vous trouviez notamment, outre la chambre du duc et sa petite garde-robe bonus, sa salle de bain équipée de chiottes, qui ont d'ailleurs été redécouvertes récemment. Et si vous vous posez la question, oui, c'est bel et bien Fifi qui est en train de chier. Pas sûr que ça l'aurait enchanté de savoir que plusieurs siècles après sa mort, on le représenterait dans cette position. À côté se trouve la salle à manger, qui est ni plus ni moins que l'une des plus grandes de toute l'Europe de l'époque. Y a qu'à voir la cheminée en même temps, on pourrait carrément y foutre un tronc d'arbre entier. Par contre, aujourd'hui dans cette salle, on n'y bouffe plus, vu qu'elle accueille les tombeaux vides de Philippe le Hardi, de sa femme et de son môme. Au rez-de-chaussée se trouvent les appartements du maître Pinard, accompagné de ses fûts, sachant que vu son importance, lui aussi a droit à sa petite garde-robe perso. Quant au sous-sol, c'est là qu'on stockait le graillon. Et vis-à-vis du passage actuel qui permet aujourd'hui de traverser la mairie, à l'époque c'était ni plus ni moins que la salle du trésor, ou plutôt la salle des joyaux, au nombre de 2, pour monsieur et madame. On parle de pas moins de 90 coffres remplis à ras-bord d'orfèvrerie, de joyaux, de reliques, de manuscrits enluminés, de tapisseries, de gris-gris, et même une main de singe. Alors qu'est-ce qu'elle fout là celle-là? Je ne sais pas, on va dire qu'elle a peut-être été traînée trop près du corsage de la duchesse. Mais c'est pas tout. Il y avait aussi carrément une corne de licorne, réputée à l'époque pour être l'anti-poison ultime. Bon, dans les faits, c'était une dent de narval, c'est pas pour rien qu'on les surnomme les licornes de mer. D'ailleurs, si ça vous tente, vous pourrez en voir une vraie au musée d'histoire naturelle. Et vous pourrez vous rendre compte de la taille du truc. Regardez, je me suis foutu à côté avec mes bons 2 mètres de haut, je suis largement dépassé par cette espèce de lance de chevalier naturel. Et enfin, dans cette salle du trésor, vous savez ce qu'on y trouvait en plus d'entreposés ? Encore plus de fringues! Pour ce qui est des murs, ils étaient recouverts de bois et de tapisseries constituées de fils d'or, notamment pour préserver la chaleur, mais ce, tout en se la pétant, parce qu'il faut pas oublier les fondamentaux, se la péter c'est très important. Et enfin, pour montrer que c'est lui qui a la plus grande, Fifi décide de faire comme Jean-Jean à Paris. Il se fait bâtir ni plus ni moins que la plus haute tour de la ville, la tour Philippe le Bon. Après tout, c'est pas pour rien qu'on a foutu sa statue juste à côté quand même. Et pour rester dans les allusions phalliques, il y aurait aussi collé sa bonne femme au sommet qui, pour info, avait elle aussi droit à 46 mètres de haut à sa propre petite garde-robe bonus. Cette tour avait également une grande utilité pour servir de tour de guet depuis laquelle on peut voir encore aujourd'hui toute la ville et ses environs sur des kilomètres, et à l'époque être témoin du démantèlement de l'antique castrum romain. Sous Charles le Téméraire, la ville continue de se développer. Le commerce est florissant et certaines familles bourgeoises deviennent particulièrement puissantes, à l'image de la famille Chambellan. Oui, je sais, leur blason dirait 2 mains crochues qui essayent de choper une pièce de monnaie. L'un des principaux vestiges de la puissance de cette famille encore visible aujourd'hui est leur hôtel particulier, qui est du dernier cri de l'architecture de l'époque, le gothique flamboyant. Une allégorie de la renaissance culturelle est même présente avec une sculpture en haut de l'escalier à vis, avec la représentation d'un jardinier portant une hotte de laquelle sort une volute de végétaux renaissants, formant la voûte de la structure. Mais c'est pas tout, parce que les chambellans, en plus, ils ont en partie financé la construction de l'église Saint-Michel et Saint-Étienne. Bref, cette famille, pour faire simple, si vous saisissez la référence, c'est les Médicis de Dijon, quoi.
Et vu que les classes sociales ne se mélangent pas, le beauf des chambellans se fait bâtir aussi une baraque bien cossue. C'est l'hôtel Thomas de Berbisey. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Thomas, il avait une certaine estime de lui-même. La preuve, il s'est fait représenter à côté du Christ, et histoire de bien marquer le coup, la statue le représentant est presque aussi grande que Jésus. Non mais regardez-moi ça, le type arque les guibolles pour faire style, il est un petit peu en vénération, mais c'est surtout que s'il se tenait droit, il serait plus grand que le Christ quoi. Comme quoi, à l'époque, on n'avait pas Photoshop, mais ça empêchait pas littéralement de péter plus haut que son cul. Juste en dessous, on peut noter également la représentation du jardin d'Éden avec un arbre autour duquel s'enroule un serpent qui, devinez quoi, à la tête d'une femme. Je crois que le message est tout à fait clair, hein, le féminisme, c'était vraiment pas à l'ordre du jour. Et pour ce qui est du puritanisme, figurez-vous que de chaque côté de l'arbre de la connaissance se trouvaient Adam et Ève, mais à poil. C'est-à-dire sans même la petite feuille de vigne là. Et du coup, quand quelques siècles plus tard, les sœurs de Saint-Marthe s'installèrent dans cet hôtel avant d'aller à la clinique, eh ben, le fait de passer tous les jours devant une petite quéquette, vous me croyez pas, ça passait moyen. C'est pour ça qu'elles ont décidé de détruire les deux statues, quoi. Sinon, la chapelle des Berbisey a également traversé les âges, et elle se distingue particulièrement par sa colonne torsadée unique dans la ville. Agrémentée de vignes et de chardons pour symboliser la force de l'union conjugale de Thomas et de sa femme Marguerite, dont les initiales sont gravées dans la roche et que l'on peut toujours voir aujourd'hui. Eh ben ouais, on peut être pété d'orgueil, ça empêche pas d'être romantique. Sinon, dans la catégorie grandes familles bourgeoises qui ont donné leur nom à des rues, on a aussi l'hôtel des Gaudrans, la famille étant notamment connue pour avoir filé toute leur fortune aux jésuites, ce qui leur a permis de bâtir ce qui est aujourd'hui la bibliothèque municipale. Et pour rester dans la catégorie des hôtels de grandes familles bourgeoises, on a pu aussi voir apparaître à cette époque l'hôtel de Cirey, bâti par Jean de Cirey qui était ni plus ni moins que l'abbé de l'abbaye de Cîteaux, mais aussi l'hôtel de Thianges qui a été bâti par Monsieur Thianges, donc voilà. Et enfin l'hôtel des Bars, qui a la grande spécificité d'avoir ses poutres qui ont quitté Dijon pour aller s'installer carrément à Harvard. En effet, on les a vendus aux Américains en 1923. On va descendre maintenant d'un cran dans le luxe en s'intéressant cette fois-ci aux maisons, avec la maison Millière. Bâtie par le commerçant du même nom en 1483, elle est une bonne représentation de l'origine de l'expression trier sur le volet, car comme vous pouvez le voir au niveau des arcades, il demeure des balcons de pierre qui s'allongent suffisamment pour soutenir un volet. Car à l'époque, les étals de magasins qui avaient pignon sur rue, ça ressemblait à ça. La devanture était formée de deux volets, un vers le haut protégeant du soleil et un vers le bas sur lesquels on pouvait donc aisément disposer les marchandises à vendre en les triant de manière à ce que le client puisse trouver plus rapidement ce qu'il cherche, d'où l'expression « trier sur le volet ». Mais ce n'est pas tout, car cette maison a aussi servi de décor au classique du cinéma français Cyrano de Bergerac, où apparemment Depardieu aurait balancé au calme au propriétaire de la maison que sa fille, elle était vraiment pas mal, hein. Autre petite précision, pour ce qui est des symboles de la maison avec le chat et le hibou, il faut savoir qu'ils ne sont pas de l'époque du Moyen-Âge. En effet, ils ont été rajoutés en 1928 quand la maison a été grandement restaurée. Une autre vieille baraque bien connue en ville qui est apparue aussi à cette époque est la maison aux trois visages, qui porte ce nom car elle a trois pignons similaires. Elle aussi témoigne de l'explosion du commerce à cette période. Il faut bien vous imaginer que, à l'époque, elle et toutes les maisons de son style étaient alors recouvertes de chaux blanches, dont la couleur avait la symbolique de la pureté, et donc de dire qu'il n'y avait pas de maladie dans la baraque. Mais c'est pas tout, car cette chaux avait aussi la vertu de protéger tous les morceaux de bois et de paille dans le torchis, qui auraient pu prendre feu très facilement. C'était donc aussi une manière d'inifuger la maison, tout en protégeant les poutres principales du temps et des intempéries. Enfin, jusque dans les années 30, où on a décidé de retirer cette peau protectrice laissant les os à nu, provoquant le travail d'un bois de plus de 600 ans qui gonfle, craque, se fissure, et ce sans parler des pigeons qui mettent en péril la façade à long terme. Mais revenons à l'époque de sa construction, où une fois de plus le pognon généré par le commerce fait littéralement sortir de terre des rues entières, à l'image de la rue Verrerie. Elle est l'archétype de l'architecture qu'avait une rue commerçante au Moyen-Âge. La seule rue de Dijon où les façades à pans de bois se font face comme à l'époque. Cependant, une fois de plus, faut bien se rendre compte que le pavage actuel est bien au-dessus de l'original, qui était près d'1 mètre plus bas, avec tous les immondices au centre. Le long de cette rue commerçante sont représentés différents corps de métier de l'époque. Ainsi, on peut voir chasseurs, sculpteurs, architectes, luthiers, mais aussi une pietà. Et beaucoup plus étonnant, un Greenman, personnage du folklore notamment d'Écosse, témoignant des échanges entre le royaume d'Écosse et le duché de Bourgogne.
Un autre exemple de ces échanges se trouve directement en Écosse, au sud d'Édimbourg, dans la chapelle Roslin, là où d'ailleurs a été tourné en partie le Da Vinci Code, et où on peut voir un cadeau du duc de Bourgogne au roi d'Écosse, qui n'est d'autre qu'une bombarde. En effet, le roi d'Écosse était marié avec la petite nièce du duc de Bourgogne. Donc, si jamais ça n'allait pas question mariage, il pouvait ainsi la renvoyer directement dans son duché. Bref, pour en revenir à la rue Véry, et cependant malgré qu'elle lui ait donné son nom, aucune sculpture de travailleurs du verre ne se trouve dans cette rue. Et pour finir avec la rue Véry, on peut également citer l'auberge de la Croix de Fer, qui s'appelait comme ça parce que... il y avait une grosse croix de fer dessus, tout simplement. Aujourd'hui boutique de chocolat, mais hier on y trouvait le gîte et le couvert. Une autre rue commerciale prenant également forme est la rue Amiral Roussin, où subsistent notamment 3 maisons à pans de bois de cette époque, en particulier l'une qui est restée en l'état et qui représente bien ce qu'était une maison bourgeoise du XVe. Juste en face, l'une des 2 autres maisons à pans de bois se distingue notamment par ses 2 montants, car il comporte 2 anges sculptés ayant cependant subi la fureur révolutionnaire. À côté se trouvent également d'autres sculptures en bois, cependant elles ne sont pas d'époque. Celles de la causerie des mondes ont en effet été ajoutées dans les années 20. Cependant elles ont été inspirées des sculptures de pierre de Notre-Dame. Ceci étant dit, quelque chose m'a intrigué avec cette rue. Pourquoi Amiral? Faut dire que Dijon est pas spécialement réputé pour avoir donné naissance à des grands marins. Faut dire que la Grande Bleue, elle est pas la porte à côté. Et pourtant, ce que j'ai appris est assez badass. Alors, comme vous avez pu le voir dans la série Game of Duke, je glorifie pas les tueries ni la destruction, mais force est de reconnaître que ce type-là a quand même eu une vie épique, et c'était pas un petzouille. Albin Roussin, donc, né au 6 de la rue qui porte son nom, était un amiral de l'époque de Napoléon qu'on pourrait définir comme une espèce de Chuck Norris des mers, mais avec de la moutarde. Un petit coup d'œil vite fait sur la bio pour voir comment il était badass. Déjà, il commence comme mousse à 13 ans. Oui, en ce temps-là, on commençait assez tôt. À 26 balais, devenu lieutenant, le long de la côte de Sumatra, il attaque une escadre avec un canot, armé de 22 mecs. Résultat des courses, il réussit à s'emparer de 7 bâtiments ennemis, dont 2 de 26 canons auxquels il fout le feu. Commence à nous faire caguer, lui, avec sa baraque. J'ai allumé la maison du voisin qu'on se parle plus. Tu vas arrêter ça, sale démon. Et non, il va pas arrêter, parce qu'à 30 balais, il récidive. 5 prises, dont une corvette de 18 canons. Après, le Must arrivera à 32, Là, il capture carrément 6 bâtiments qu'il ramène à Brest en faisant 396 prisonniers, après avoir fait aux Britanniques un dommage estimé à plus de 5 millions de boules. Je vous raconte pas la tronche de Napoléon quand il est rentré au port. Ah ben tiens si, du coup Napoléon lui fila la Légion d'honneur pour le remercier. Oui, parce qu'à cette époque-là, on filait pas encore la Légion d'honneur pour tenter de s'accaparer le vote des jeunes, comme l'a fait Chirac avec Madonna. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'on en avait pas besoin, car sous Napoléon, c'était la dictature. Mais c'est pas fini pour Albin, parce qu'à 49 ans, il se retrouve membre de l'Académie des sciences. Et ce, après avoir cartographié plusieurs endroits de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Et oui, à cette époque-là, il n'y avait pas encore Google Maps, Et enfin, à 59 ans, il créa un service de paquebot à vapeur pour les liaisons transatlantiques. Ah mais je vous dis, une vie de dingue le mec, Et aujourd'hui, tout le monde, moi le premier, personne sait qui était ce mec et les trucs de fou qu'il a vécu. Et c'est pas la plaque parfaitement illisible au-dessus de sa baraque qui va changer les choses. Ah, postérité, quand tu nous tiens. Après, bon, le fait est qu'il est pas sorti de nulle part le mec, C'était quand même le fils d'un avocat au Parlement de Bourgogne. Oh, mais que voici que voilà, une transition parfaite pour fermer cette parenthèse sur le XVIIIe siècle afin de revenir sur l'époque de laquelle je suis censé parler. Mais oui! En effet, c'est en 1480 que le Parlement de Bourgogne apparaît à Dijon. Construit sur l'ancienne chambre des comptes, qui est pour simplifier au maximum là où on vérifie que personne ne tape dans la caisse, fut commandé par le roi Louis XI qui venait de s'accaparer la Bourgogne. Ce bâtiment était donc l'un des symboles du pouvoir du roi de France sur la Bourgogne et Dijon, comme on peut le constater notamment sur la porte actuelle, qui est une copie parfaite de l'original, où l'on peut y voir trôner fièrement à la vue des Bourguignons vaincus, les fleurs de lys. Le bâtiment servait déjà de cour de justice, mais aussi de lieu de décision quant à la gestion et au développement de la politique à mener dans cette nouvelle province française. Les hommes en charge de ces décisions à cette époque n'étaient pas alors des grands spécialistes qui avaient fait des grandes études pour faire des grandes conneries comme aujourd'hui, mais simplement des nobles qui n'avaient rien à foutre du bien-être de la population tant que celle-ci ne se révoltait pas. Après, on développera plus les splendeurs du bâtiment quand il sera terminé quelques dizaines d'années plus tard.
Du côté religieux, maintenant on peut dire que ça crame. En effet, Saint-Étienne, suite à un gros incendie, doit restaurer pas mal de bâtiments, notamment l'ancienne église romane de Saint-Étienne. Et c'est ainsi qu'en 1488 se construit tout l'arrière de l'église Saint-Étienne que l'on connaît aujourd'hui et où se trouve le musée Rude. Étant donné qu'à l'époque Saint-Étienne était une abbaye et le bâtiment en question ouvert par conséquent qu'aux moines, la cité se trouva donc dans le besoin d'avoir un nouveau lieu de culte pour accueillir cette fois-ci les simples paroissiens. Et c'est ainsi qu'on lança en 1497 la construction de Saint-Michel. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a deux aussi énormes églises l'une à côté de l'autre. Une fois de plus, retenez bien que ces deux églises ont été grandement financées par la famille Chambellan, dont on a déjà parlé tout à l'heure. D'ailleurs, aujourd'hui encore sur Saint-Michel, on peut voir toujours leur blason. Enfin, ce qu'il en reste, la Révolution est passée par là. En résumé, la seule construction religieuse de cette époque dans laquelle les Chambellans n'ont pas filé du pognon, c'est la chapelle Sainte-Croix de Jérusalem, qui se trouve à l'hôpital général, la future cité de la gastronomie. Ce qu'elle a de spécial, c'est que son nom laisserait sous-entendre qu'elle aurait détenu en son sein un morceau de la Sainte-Croix. Enfin, en parallèle de ces constructions, on termine Saint-Jean. L'une des choses les plus importantes à retenir sur le Dijon de cette époque est également le fait que la ville se militarise, avec le commencement de la construction de son château. Mais pour en savoir plus sur celui-ci, il faudra attendre le prochain épisode.